Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler de Bloodfather, réalisé par Jean-François Richer, suite à son dernier film qui s'appelait Un moment d'égarement. Un moment d'égarement qui portait tout de même bien son nom, tant tu te demandais ce qu'il a été foutre à réaliser ce film, quand tu sais que le gars a fait Ma cité va craquer et les Mérines, ou Mesrine, mais on dit Mérine normalement. Donc voilà, un moment d'égarement, c'était vraiment son moment d'égarement, tant le film était totalement... c'était l'incarnation de la beaufrie patriarcale. Même si c'était pas non plus une catastrophe, c'était très moyen et le message qu'il véhiculait n'était pas vraiment bon. Mais on est là pour parler de Bloodfather. Avant de continuer, je précise aussi que la vidéo va être assez courte, je vais pas trop en dire, parce que je prévois aussi de faire une critique écrite sur Top 250. Donc la version écrite sortira mardi, donc d'ici mardi vous attendrez un petit peu, mais sinon pour ceux qui regardent cette vidéo après mardi, il faut savoir que ce sera dans la description de cette vidéo pour rejoindre justement la version écrite. Donc là ça va être court, ça va être un peu bref. Donc pour la petite histoire, c'est un père qui essaye de sauver sa fille incarnée par Erin Moriarty d'un gang de je sais pas trop quoi en fait. Je sais que c'est des Mexicains, mais alors ce qu'ils font, si c'est de la drogue, si c'est d'autres magouilles, je ne sais pas, on ne sait pas et on s'en fout. Et il faut savoir que de toute manière, le père, t'as pas intérêt à le faire chier, parce que c'est Mel Gibson qui joue ce père. Moi j'ai beaucoup aimé le film, il n'est pas parfait, mais contrairement à ce qu'on nous donne généralement en cinéma d'action ou autre en ce moment, je me suis dit que c'était rafraîchissant. Après, Mel Gibson, si vous aimez le Mel Gibson de L'Arme Fatale, alors là vous allez beaucoup aimer, parce que ce Mel Gibson là, c'est vraiment le mec qui en a rien à battre de tout, qui défouraille tout et qui est un peu en mode sarcastique tout le long. Le même type de sarcasme qu'on pouvait retrouver dans L'Arme Fatale. Ne serait-ce que, bon bien sûr pas de spoil, mais il y a un moment où il va être confronté bien évidemment aux ennemis. Sa première confrontation, ça y est, ça part direct en sarcasme, genre... il y a un moment il fait ah t'as vu j'ai fait exprès de mal viser pour avoir tentative de meurtre au lieu d'avoir meurtre ou oh super des gens viennent me plomber la gueule c'est génial, enfin c'est pas les punchlines qu'il y a dedans, elles sont beaucoup plus intéressantes. En plus la VF c'est toujours la même, j'ai plus le nom du mec en tête, je suis désolé, mais il double super bien Mel Gibson quoi, c'est sa voix, donc du coup vraiment Mel Gibson dedans est très percutant. Et ce que j'aime dans ce film, en plus qu'il soit super bien rythmé, vraiment tu ne t'ennuies jamais, tu ne regardes pas ta montre ou quoi, tu plonges dans le film et tu es vraiment embarqué du début à la fin. Alors ce que j'ai beaucoup aimé, c'est aussi que ça te montre la crasse des États-Unis. C'est assez rare dans le cinéma d'action de se baser sur un univers un peu crasseux. En tout cas, pas de ce qui passe au cinéma. Ou alors, tu t'appelles Rodriguez ou Tarantino, quoi. D'ailleurs, ce film, par Quentin Tarantino ou Robert Rodriguez, ça aurait été vraiment pas mal. Je pense vraiment qu'on aurait eu un superbe film, même si celui fait par Richer est déjà très bon. Vive la France. Et donc, pour revenir à cette idée de crasse des États-Unis, c'est-à-dire qu'on s'attarde sur des motards, enfin sur la société bikers un peu bourrin, sur des tolards, sur des racistes. Mel Gibson qui te fait des réflexions du style « Ils nous volent notre travail !» en parlant des Mexicains. Et d'entrée de jeu, ce film fout ses pieds dans la merde. Hein. Il te dit « Je m'en bats les couilles, je vais poser mes godasses en pleine tronche des lois américaines et un peu du fonctionnement de cette société. » Parce que, si vous préférez la première scène, enfin, presque, oui, si, la première scène, donc c'est pas du spoil, hein, c'est dès le début du film, vous avez un plan sur un tapis roulant de caisse, donc vous avez un paquet de 20 balles de flingues, puis un autre paquet, et un paquet de chewing-gum. Bon, ça c'est le petit gag. Mais derrière, vous avez, donc celle qui achète ça, c'est la fille de Mel Gibson, et elle achète, et elle demande un paquet de cigarettes. Et la caissière lui répond pour ça, il me faudra votre carte d'identité. Donc tu t'attends à ce qu'il faille la carte d'identité pour les balles et pour le paquet de cigarettes. Et la fille répond ben laissez tomber le paquet de cigarettes alors. Et la caissière la laisse se barrer avec les balles. C'est-à-dire que aux États-Unis, si tu n'es pas majeur, tu as le droit d'acheter des balles de flingue, mais tu n'as pas le droit d'acheter des clopes.
c'est dingue. J'ai vu cette scène, et d'entrée de jeu, je me suis dit, oula, ouais, d'accord, c'est bien parti. Là, tu sens le petit Frenchie qui veut commencer à engueuler un peu, à dire, les gars, enfin, c'est un peu chelou, quoi. Il y a un côté vraiment du réalisateur français qui essaye de poser un regard sur, sur la société américaine en tant que français. Même si ce n'est pas lui qui a scénarisé et que c'est aussi adapté d'une nouvelle. Mais il y a quand même ce petit clin d'œil qui fait que voilà, quoi, tu te dis ok. Donc voilà, des motards, des racistes, des taulards, tout ce que tu veux, c'est vraiment la crasse des États-Unis. Et notamment sur la société aussi, il y a un discours très intéressant de Preacher, pas Preacher du comics ou de la série, hein, mais un personnage qui s'appelle Preacher, qui est un peu le mentor de Mel Gibson, si vous préférez, qui commence à discuter avec la fille de Mel Gibson. Bon, je connais plus le nom des personnages, donc voilà, je dis Mel Gibson, mais bon, c'est son personnage, quoi. Et donc, il commence à lui parler du fait que maintenant, aujourd'hui, les rebelles, par exemple, sont devenus des marques de fabrique pour devenir chic. Ce qu'on fait des étiquettes aujourd'hui avec la mondialisation, ce genre de choses. Et donc il y a quand même des dialogues qui sont plutôt intéressants, que j'ai trouvé assez pertinents, mais qui n'allaient pas au bout du discours. C'est-à-dire qu'on en attendait peut-être un peu plus. Ce monologue-là de Preacher, on s'attendait quand même à ce que ça envoie plus de pâté. Et finalement, tu te dis, ouais, bonne remarque, mais quoi d'autre? Et puis derrière ce film, il y a quand même un certain héritage du film de biker, style Easy Rider, ou enfin tous les films de biker un peu bourrins, ou encore Hell Ride, qui était produit justement qui est produit par Tarantino, et réalisé par je ne sais plus qui, enfin bref, réalisé par un pote de Tarantino et de Rodriguez. Donc d'ailleurs ce film, il essaye de faire du Tarantino et du Rodriguez. Le film est sympathique, mais c'est pas un chef-d'œuvre, hein. C'est un mélange hybride entre Rodriguez et Tarantino qui serait pas achevé. Donc voilà, ce film par exemple, Hell Ride, c'est un peu, de l'héritage des bikers, des films de bikers d'antan comme Easy Rider. Il y a même Dennis Hopper dans Hell Ride, pour vous dire. Et donc, Bloodfather, c'est ça. C'est un héritage de ce cinéma-là, sans pour autant être un film de biker. C'est-à-dire qu'il y a une partie film de biker, une partie course-poursuite, une partie road movie. C'est un mélange de plusieurs genres filmiques qui marchent plutôt bien. Donc voilà, c'est pas le chef-d'œuvre, mais c'est super cool de revoir Mel Gibson dans ce registre-là, de voir qu'on peut encore faire du cinéma d'action qui est vulgaire, qui est bourrin, bon, qui est pas sanglant non plus, mais quand vous voyez les films d'action aujourd'hui, c'est tellement aseptisé que tu vois même pas l'intérêt. Là vraiment, c'est très bien goupillé. Après, il y a quelques petits défauts. Notamment, par exemple, je pense à quelque chose en termes narratifs, de cohérence, c'est que la fille de Mel Gibson, dedans, elle a son portable, tout le temps. Et elle est traquée. Elle est traquée à la fois par les Mexicains et à la fois par les flics. Enfin, voilà, et le pire, c'est que derrière, à un moment, on l'appelle, et puis bon, vous savez, vous avez toujours quand il y a une traque dans un film, il y a toujours ce truc de, oui, je sais, retourne-toi, je te regarde et tout. Donc bon, ça c'est aussi, ça fait partie du genre. Mais le pire c'est qu'elle dit quand même, à un moment, au moment où elle est au téléphone avec le mec, elle lui dit, ouais, t'es un menteur, t'es pas là, en fait tu traces mon téléphone. Meuf, si tu sais qu'on peut tracer ton téléphone, c'est hyper facile de tracer un téléphone aujourd'hui, quand tu sais ça, tu grilles ta puce, tu la jettes, tu balances ton portable, tu balances ta batterie, tu balances tout. Tu ne gardes pas ton portable alors que t'es dans tous les journaux télévisés et que les flics te traquent. Enfin, réfléchis un petit peu. Et en plus, enfin, ce qui est intéressant justement, c'est que la fille est plutôt futée et la relation avec le père, ça j'en ai pas parlé justement, la relation avec le père est super intéressante parce que elle a eu un père absent. Elle a vécu dans sa petite bourgeoisie, machin, et en fait, sa petite bourgeoisie l'a gavée, puis elle s'est enfuie, quoi. Et ce qui est
ce qui arrive fréquemment, sans doute parce que la gamine ne se sent pas... Enfin voilà quoi, il y a les problèmes psychologiques, il y a l'absence d'un père, elle a eu 4 beaux-pères, enfin voilà quoi, c'est un gros bordel qui fait qu'elle se barre. Et en fait, le rapport, ce qui est intéressant, c'est justement que ces deux personnages qui ont des liens de parenté très forts, puisqu'ils sont père et fille, mais qui ne se connaissent pas. Et avec cette aventure, avec cette traque, c'est là qu'ils vont créer des liens et c'est là qu'on va se rendre compte que même si elle a vécu dans un milieu bourgeois, elle est beaucoup plus proche de son père qu'on ne peut le penser. Et elle se débrouille aussi bien que lui, quoi. Et vraiment, ouais, Erin Moriarty, si j'écorche pas son nom, je l'ai trouvé cool. Après, il y a de l'excès de larmes, mais c'est le personnage qui veut ça. Elle a dû se déshydrater pendant le tournage. Et donc voilà, Bloodfather, c'est vraiment un film sympa, très très sympa. Je pourrais même dire que c'est un très bon film. C'est pas un chef-d'œuvre, mais ça fait plaisir de voir de temps en temps des films d'action qui sont bien coupillés comme ça, qui sont pas dans le cliché, qui sont pas répétitifs. Et le seul bémol que je pourrais accorder au niveau de la réalisation, c'est cette caméra saccadée et en zoom dézoom, qu'on avait vu notamment dans Civil War, vous savez, quand vous avez une scène d'action qui tremble et tout. Sauf que là, même quand il n'y avait pas d'action, la caméra tremblait. C'est-à-dire que des moments, on va voir par exemple Mel Gibson qui est assis au pied de sa caravane, et plutôt que de prendre, pour ce plan fixe, plutôt que de prendre comment dire, enfin, plutôt que de poser la caméra, c'est une caméra à l'épaule. Et je ne ressens pas l'utilité de faire ça. Alors par exemple pour Ma Cité va craquer, c'était très judicieux parce que ça donnait un aspect documentaire au film. Parce que c'était sur les films c'était sur les banlieues, c'était dans la veine de la haine, un peu moins bien, mais je vous conseille vraiment de voir Ma Cité va craquer, qui était vraiment énorme. Mais voilà quoi, il y avait un aspect documentaire. Là je ne comprends pas. Là, je comprenais pas l'utilité parfois de faire du zoom, du dézoom et cette caméra à l'épaule parfois qui donnait juste la gerbe en fait. Donc, c'est pas un film parfait, mais que c'est bon de voir Mel Gibson dans ce registre. Donc moi, je peux que vous inviter à le voir, mais il y a un autre film que je vais vous présenter demain ou après-demain qui là sera vraiment, mais vraiment à voir. Donc allez voir Bloodfather si vous voulez, mais attendez peut-être demain ou après-demain que je vous conseille un autre film, et là c'est du lourd. Donc voilà, pour Bloodfather c'est tout. Je vous dis, je vais écrire ça, je vais faire une critique écrite sur Top 250. Donc si vous voulez plus de détails, si vous voulez plus d'analyse, il faudra aller voir sur Top 250. Et puis bah voilà, je vous dis à dans quelques jours, ou à demain, pour la prochaine critique à l'arrache. Salut!